Le chemin de fer a littéralement modifié notre rapport au voyage. Je vois encore ces lourdes machines à vapeur, conduites par Georges, Pierre, Gilbert. Alors je suis rentré à la SNCF comme apprenti en 1944. Et la guerre n'était pas finie. Ça se battait encore en Alsace. On était 4 ou 5 de Jarville qui postulaient pour passer le concours. Alors moi j'avais un handicap, et mes copains, cheminots, ils ne se privaient pas de me chahuter. Oh ben nous on passera avant toi parce qu'on a les points de notre père. Les fils de cheminots avaient des points. Donc je partais avec un handicap moi. J'avais pas de points, mon père était boulanger. Mon grand-père, il devait être enfin, à l'exploitation. Mon père travaillait à l'atelier. Alors papa m'emmenait au dépôt, il avait le temps de regarder les séries de locomotives qu'il y a. Je suis rentré comme apprenti au chemin de fer le 16 septembre 1946. Alors vous savez, le métier de chauffeur, c'était le métier le plus fatigant, le plus embêtant sur une locomotive, parce qu'il fallait mettre la houille. Des gens mettaient les briquettes. Le mécanicien, son rôle principal, c'était d'observer la ligne et les signaux. Il jetait un œil quand même sur les manomètres, voir si le chauffeur faisait bien son boulot. Et contrairement à ce que l'on pense, le chauffeur, c'est celui qui mettait le charbon dans la machine. Et le mécanicien, c'est celui qui conduisait. Aujourd'hui, quand on dit chauffeur de voiture ou chauffeur, c'est plutôt pour celui qui conduit. À l'époque, c'était le contraire. Avant-guerre, une équipe était dédiée à une locomotive. La locomotive n'était conduite que par la même équipe qui entretenait, bichonnait cette locomotive. Des bons souvenirs, des vies d'équipe, des bons copains, un travail la main dans la main, c'est disparu tout ça. Alors quand les mécaniciens partent en vacances, ils s'arrangeaient toujours pour que l'élève mécanicien, qui était chauffeur avec, le remplace. Alors il partait tranquille en vacances, il savait que la machine était en bonne main. Il y avait une prime de charbon, suivant les trains qu'on avait faits, il regardait la consommation de charbon. Et à chaque mois, je crois que c'était tous les mois, je ne me rappelle plus le délai, il fallait faire une estimation de teint d'air, qu'on appelait ça. Et il y avait un carnet avec les souches où on notait les chargements qui avaient été faits. Mettons, je ne sais pas, moi, 2 tonnes à la Villette, 1 ou 2 tonnes à Sarrebourg, tout ça est comptabilisé. Et il comparait avec le nombre de kilomètres. Et puis, ma foi, il disait, bah, celui-là, il a fait moins que l'autre. Mais il y avait déjà des petits combineurs à l'époque qui glissaient la pièce ou qui versaient un canon au gars qui était à la charge. Tu m'en mettras un peu plus, hein. Alors, pour avoir la prime de charbon. Bah, tu aurais la prime ce coup-ci. Alors, c'était des francs. Alors, il y avait 15 francs, 20 francs. Ça, c'était pas terrible. Hein. Moi, au début, qu'ils m'ont mis sur les machines-là, le chef mécanicien, c'était le bon Vallon, il me dit « Vous vous sentez assez costaud pour faire le métier-là » Je n'ai pas répondu oui ni non, j'ai dit « On peut toujours essayer ». Pour faire le métier-là, il fallait une femme qui soit bien adaptée. C'était un métier fatigant, salissant, parce que ne croyez pas qu'on était propre. Quand on rentrait du travail, à part les yeux, parce qu'il y avait des lunettes pour protéger les yeux, la figure était noire, et même le reste. Quand je suis arrivé à Metz, je suis allé voir le docteur, qui, après une aiguille, m'a retiré les scorbut de l'œil. Je ne voyais plus clair. Le mécanicien qui était avec moi me l'a dit après. J'ai cru que tu avais l'œil crevé. Alors on ne laissait pas crever la machine. On gardait toujours une réserve de feu à l'arrière pour le lendemain. Et on appelait ça faire le talon. J'ai rencontré ma femme le 29 novembre 1953. Je ne sais pas si je pensais à ma future femme que j'avais rencontrée la veille. Je prends la grue à eau, j'ai mal visé, j'ai pris toute l'eau sur moi.
Alors voilà, le 30 novembre, j'étais chouette. J'avais pas chaud. On n'allait pas à Paris sans prendre d'eau. Suivant les arrêts du train, on en prenait à Bar-le-Duc ou à Chalon. Le trajet de Nancy-Paris était le plus dur. Il y avait quand même 353 km. Voilà, Paris-Pantin, voilà. Ah oui, vous aviez tous les panneaux pour, Oui. qui permettaient. Oui. Parce que quand il y avait du brouillard, Ah bah oui. il fallait faire attention. Ah oui. On arrive là, à la Villette. Alors le premier travail quand on arrivait, c'était aller boire en demi à côté du dépôt. Parce on tirait la langue. Hein. Moi, quand j'arrivais à Paris, j'étais content de se coucher. Hein. Papa dit tiens, on va faire un dépôt à Jarville, à Icourt. Et puis dans les années 42-43, les Allemands ont fait arrêter les travaux. Il y avait de l'herbe qui poussait dans les fosses. Et puis bon, ben, le dépôt, on ne savait pas trop si ça allait continuer ou pas. Le dépôt s'est construit mais péniblement. Alors, je suis arrivé donc au dépôt des cours, à l'atelier. J'ai travaillé dans des équipes d'élevage. J'ai quand même beaucoup travaillé à l'atelier aussi. Hein, depuis la sortie d'apprenti, j'ai quand même été, au moins 7-8 ans à l'atelier, hein, à réparer les machines. Hein. Quand j'étais encore chauffeur, le mécanicien, il m'envoyait chercher l'huile. L'huile, elle était à l'autre extrémité du... Je ne sais pas si vous voyez le dépôt des cours. Ben, j'allais chercher l'huile, puis on revenait pour la ligne de départ, si on peut dire. Il y avait au moins 200 mètres à parcourir avec le bidon d'huile. On traversait la rue de la République à Jarville, avec les barrières. Et par un moment, c'était nous, le chauffeur, qui allait faire la barrière. En bas, la gare Saint-Georges, ça bossait. Hein. Travailler entre 8 et Saint-Georges. On desservait tout. Hein. On avait tous les raccordements. Il y avait 3 heures de manœuvre. Entre Jarville et Saint-Georges, on rentrait les wagons pleins, on sortait les vides. Je me rappelle la gare de Jarville. La salle d'attente était pleine, du matin au soir. Hein. Il y avait les trains qui arrivaient, il y avait ceux qui remontaient sur Nancy. Là. L'arrivée du TGV, c'était quelque chose de phénoménal. Hein. Quelque chose de bien, de propre, de rapide, de confort. Et un gain de temps. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à Paris et qui rentrent à Nancy tous les jours. Il y avait un TER, les nouveaux TER. Alors je demande au conducteur, je dis je suis retraité du chemin de fer de la SNCF, est-ce que je peux venir? Ben, il dit venez. Mon pauvre monsieur. Nous, les guides de dépannage, c'est un gros bouquin, une couverture entre le Danube, les feuilles. Maintenant, vous savez ce qu'ils ont? Un ordinateur. Quand je pense qu'on était 500 000 cheminots, ils ne sont même pas 180 000 aujourd'hui. Quand je vois que tout part à l'abandon, alors quand on voit l'état de délabrement de certains endroits, de certains établissements, le TGV, c'est une très belle découverte. C'est bien, seulement, on a trop investi là-dedans au détriment des petites lignes. Pierre, c'est grâce à toi que le chemin de fer existe encore de nos jours et qu'il est encore bien vivant. Mais il va plus vite, comme notre monde. Le TGV, en provenance de Paris, gare de Lyon, va entrer en gare, voie C. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît.